Bonjour à tous, vous êtes avec nous sur Médien TV, Médien Radio et tout au long de cette journée, les équipes de la rédaction et de la programmation sont mobilisées pour décrypter et analyser pour vous la situation épidémiologique actuelle au Maroc relative à la Covid-19. Une tendance à la hausse qui inquiète les pouvoirs publics et les autorités sanitaires et en cause un relâchement inconscient de la part d'une importante frange de la population. Donc en résumé, nous assistons à plus de cas, plus de morts, mais en parallèle à plus de comportements à risque qui nuisent au contexte sanitaire du Maroc. Je vous propose d'analyser cette situation avec deux spécialistes, le Dr Hachem Tiel, psychiatre et psychanalyste, et le professeur Jaafar Heikel, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et je commence avec vous, professeur Jaafar Heikel. L'inquiétude des autorités est-elle justifiée ? Oui, tout à fait, elle est justifiée, mais c'est important de bien analyser les chiffres. J'ai beaucoup entendu ton introduction, Asmina. C'est très important de comprendre qu'on a eu deux périodes au Maroc et que la période actuelle qui montre une propagation beaucoup plus rapide donc, du virus, avec beaucoup plus donc, de cas et plus donc, de décès. Mais ce qui est important donc, de retenir, on va en discuter avec toi et avec mon ami Dr Thiel, c'est que quand on analyse les indicateurs de gravité, ils n'ont pas évolué. On est toujours à un niveau de létalité qui est identique après le déconfinement, qui est aux alentours de 1,75%, donc à peu près. Le pourcentage également de cas graves qui nécessitent une surveillance médicale, ce qu'on appelle les cas critiques, sont en pourcentage par rapport aux cas sous surveillance médicale aux alentours également de 1,6, 1,7%. Et le nombre de sujets qui sont intubés, ventilés par rapport aux cas graves est à peu près aux alentours donc, de 47%. La gravité est liée à la propagation du virus qui est plus rapide parce que, comme vous l'avez bien dit, la population s'est relâchée, pas toute, mais une bonne partie s'est relâchée. Donc, on a facilité la propagation donc, du virus. On a accéléré le rythme du dépistage à plus de 20 000, 22 000 donc, par jour. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Pourquoi les autorités tirent la sonnette d'alarme ? Parce que si ça continue à ce rythme, à cette propagation, deux conséquences majeures, et on va en discuter. Un, le système de santé sera totalement débordé. Et deux, on va toucher des populations vulnérables qui sont les sujets âgés et les sujets avec maladies chroniques. Et là, on aura un autre visage cette fois-ci avec une létalité beaucoup plus importante, une mortalité également qui est cruciale malheureusement en pareille situation. Et là, on ne pourra plus gérer cette crise qu'on avait bien gérée au début. Alors justement, avant de comprendre ce changement d'attitude de la part de nos concitoyens, de certains de nos concitoyens, je voudrais revenir sur un élément que vous venez d'aborder à l'instant, professeur Heikel. Vous avez dit que les indicateurs de gravité ne sont pas beaucoup plus importants. Est-ce que lorsqu'un message pareil est donné par un spécialiste, est-ce que finalement ça ne risque pas de contribuer à une diminution de la vigilance de la part de notre audience ou de la part de nos concitoyens de façon générale en se disant finalement, il ne se passe rien de grave, avant ou maintenant, c'est la même chose. Non, pas du tout. Même si vous souhaitez, au contraire, rassurer, je comprends. Au contraire, je souhaite qu'il n'y ait pas une psychose qui soit inutile, mais par contre, j'attire la sonnette d'alarme en même temps que les autorités que la situation est grave. Mais je veux, et mon ami Thiel va l'expliquer beaucoup mieux que moi, quand je parle de gravité, ce n'est pas en termes d'indicateurs classiques de gravité en épidémiologie qui sont la létalité et la mortalité, parce qu'il faut toujours les rapporter à un dénominateur. Je dis que la situation est très grave parce que le virus circule beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et il va toucher les populations vulnérables et qui ont des maladies chroniques. Et là, la situation sera hors contrôle. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer? C'est que simplement, la gravité est liée à d'autres indicateurs épidémiologiques, pas à ceux qu'on croit. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous dites on a beaucoup plus donc, de décès, oui, en nombre absolu, mais on a encore beaucoup plus donc, de cas dépistés et beaucoup plus donc, de cas qui nécessitent une surveillance médicale. Je veux lui donner une explication technique et scientifique. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison, il est crucial aujourd'hui que la population se rende compte de la gravité de la situation en termes de propagation du virus. Alors, docteur Hachem Tiel, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste. Et avec vous, justement, on va essayer de comprendre cette situation, mais du point de vue de l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
notre comportement, le comportement de nos concitoyens est pointé du doigt comme étant une cause à la situation que notre pays vit actuellement. Pourquoi ce relâchement dans la vigilance ? Oui, il y a manifestement un relâchement, mais ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce relâchement est normal dans ce genre de situation. Quand on est confronté à une situation de crise comme celle-là, avec un risque de létalité, justement un risque d'y laisser sa vie, sinon sa santé ou sa vie, il y a forcément quelque chose qui est sollicité en nous et qui touche à des choses auxquelles on est extrêmement sensible, à savoir la mort. On est confronté à un risque de mort, et c'est un risque de mort ça peut arriver à tout le monde, et c'est quelque chose en plus qui ne veut pas s'arrêter. Ça dure quand même depuis longtemps, et on commence à se dire, bon sang de bonsoir, c'est quelque chose qui va pas s'arrêter. Où va-t-on ? Quand est-ce que ça va on va pouvoir reprendre une vie normale ? Quand on est dans ce genre de situation, devant ce genre de situation, nos mécanismes psychologiques sont sollicités et ils essayent de faire en sorte à ce que nous arrivions à cohabiter avec cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quelque chose en nous va faire comme si le problème n'existait pas. Et c'est ce que l'on voit. Les gens vous disent non, c'est une machination, c'est pas vrai. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a ça. Est-ce que les chiffres qu'on donne, est-ce qu'ils sont bons ? Donc, on essaye de faire comme si le problème n'existait pas. Donc, c'est une sorte de négation, de dénégation de la réalité de la situation, alors que l'on voit à quel point les chiffres sont en train de grimper, et on voit à quel point les confrères qui sont en front line sont en train de souffrir devant ce qu'ils vivent au quotidien. Donc il y a une réalité, et la réalité n'est pas cachée aux citoyens. Mais même s'il est confronté à elle directement, il a du mal à la voir. Ça veut dire qu'elle a du mal, cette information, à faire le travail qu'elle est censée faire à l'intérieur de notre psyché, à l'intérieur de notre fonctionnement psychologique. Donc on va faire comme si elle n'existait pas. Et il n'y a pas que ça. Il y a ça, et il y a aussi une autre partie de la réponse que l'on amène, nous humains, devant ce genre de situation, c'est la défiance. La défiance, ça veut dire qu'on va défier le danger. Voilà, il est là. Allez, je vais voir à quel point est-ce qu'il est vraiment là, et on va aller vers, et on le voit, on l'a vu en France, on le voit ici, les gens qui se tripotent, qui se touchent, qui s'embrassent, et c'est des accolades, et c'est les mains dans la main, et c'est... Mais ça paraît juste incroyable quand on connaît la réalité de la situation, sauf que on le voit, et on le voit de plus en plus. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est que ce sont des mécanismes adaptatifs normaux, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un mécanisme de défense psychologique devant ce genre de situation, et il faut le voir comme tel. Pourquoi ? Parce que c'est en le voyant comme tel qu'on peut envisager des réponses adaptées au fonctionnement de l'humain. Parce qu'il faut le voir comme ça. Comment est-ce qu'on peut amener cette frange de la population qui est en fait la frange de la population la plus importante, et qui fait comme si de rien n'était, ou qui est dans le mécanisme de la confrontation, de la défiance, comment est-ce qu'on peut amener ces gens-là à revoir leurs attitudes ? Et c'est toute la difficulté. Mais si vous permettez, docteur, justement, comment expliquer que cette frange de la population soit hermétique à ces chiffres ? Par exemple, on a eu un chiffre choc récemment, celui de 60% des décès liés au Covid qui ont lieu uniquement pendant ce mois d'août, avec 54% du total des cas positifs enregistrés pendant le mois d'août. Et pourtant, on a soif de liberté, on a soif de retrouver sa vie, mais on sait que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment convaincre ? Est-ce que la manière dont les médias conçoivent leurs messages de sensibilisation, la manière dont les autorités le font, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Où est le souci ? Vous savez, Yasmina, il est avéré maintenant que vous avez beau mettre des affiches, énormes affiches sur les autoroutes pour dire aux gens, voilà ce que vous risquez ce qui risque de vous arriver si on a même donné des images de véritables accidents, des images chocs. Est-ce que ça a changé les choses pour autant ? De la même manière, est-ce que mettre sur un paquet de cigarettes comme quoi la cigarette tue a changé quelque chose pour autant, même en donnant les chiffres ? Ça, c'est faire fi de nos mécanismes de défense psychologique. C'est comme la mort en général. Est-ce que la mort, on en tient compte ? Est-ce que
on fait comme si on roule à 200 à l'heure et mais on là, se est-ce faisant qu'on peut se plaisir à 200 à permettre, l'heure. docteur Hachem Tiel, est-ce qu'on peut se permettre de se dire est-ce que mes mécanismes psychiques vont accepter ou pas? Je veux dire, on est en période de pandémie, c'est-à-dire qu'on a cette obligation vis-à-vis de soi, mais surtout vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'économie de notre pays, vis-à-vis du système sanitaire de notre pays, de nous mobiliser. Est-ce que ce n'est pas suffisant comme argument? Non, c'est pas suffisant comme argument. C'est pas suffisant comme argument. C'est le comment qui est important. Ce que j'essaie de donner, c'est une explication à ce qui se passe, parce que ça nous met tous en colère, en rage quand on voit ça. Hein. Donc, mais on le voit et on le voit beaucoup. Hein. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de donner simplement du sens à ce qui se passe. Et je pense qu'à travers mes propos, j'espère en tout cas, on peut comprendre. Parce que, encore une fois, c'est en comprenant les propos, même au niveau des décideurs, c'est en comprenant ce qui se passe qu'on peut apporter des solutions. Alors, ça, on pourra en parler. Qu'est-ce que vous préconisez, justement? Comment mieux faire passer le message? Oui, c'est pas aussi simple. Hein. Je pense que la réflexion, il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Il y a des pistes de réflexion, mais c'est tout le problème de comment contourner ces mécanismes psychologiques. C'est comment faire en sorte à ce que un certain nombre de messages puissent parce que c'est quoi le truc? C'est comment est-ce qu'on peut faire changer quelque chose qui est par définition extrêmement difficile à changer, à savoir nos comportements de base. Vous savez, quand on dit aux gens ne vous saluez pas, mais il ne faut pas oublier que ça fait peut-être des milliers d'années qu'on se salue de cette manière. Quand vous demandez aux gens de mettre des masques, bon non, on ne jamais de masque parce qu'il faut qu'on sache à qui on a affaire, etc., etc. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que ce sont des comportements basiques de l'humain. Ce sont des comportements basiques de l'humain. Et on ne change pas un comportement rien que parce qu'on a dit aux gens changez ce comportement. Il faut pas délirer autour de ça, parce que nous sommes ainsi faits, nous sommes ainsi construits. Alors ensuite, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes que l'on peut qualifier de mécanismes doux. Hein. C'est essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut suggérer aux gens un certain nombre de choses pour faciliter la mise en place de comportements de substitution. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est comment est-ce qu'on peut rendre des comportements de substitution comme étant les comportements de base se substituant aux autres. Il y a des choses toutes simples. Docteur Thiel, des pistes justement. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, dans mon institution, quand les gens, il y avait beaucoup de possibilités de prendre du liquide antiseptique avant qu'il y ait le virus. Comme il y en avait beaucoup, au départ, on en a rajouté quelques-unes. Est-ce que ça a changé beaucoup les choses? Non, ça n'a pas changé beaucoup les choses. Par contre, quand les gens ont trouvé partout, mais je dis bien partout dans l'institution que je dirige, quand ils ont trouvé partout des possibilités de se laver les mains, automatiquement, tout le monde a commencé à se laver les mains à tout bout de champ. C'est un truc tout simple, mais auquel il faut penser. Donc, rapprocher un certain nombre de choses du citoyen pour donner la possibilité à ce citoyen de s'habituer pour que les choses deviennent automatiques. Ce sont des choses qui sont automatiques. Les automatismes ne changent pas du jour au lendemain parce qu'on a décrété qu'on va les changer. C'est comme ça que nous fonctionnons et il faut tenir compte de ce que nous sommes pour apporter les réponses adaptées à cette situation. Et des exemples comme ça par rapport au liquide antiseptique, il y en a à développer de plus en plus. Encore une fois, le message, c'est qu'il faut mettre en place les outils de substitution à ces comportements pour qu'ils fassent partie de notre quotidien. C'est comme ça que ça peut fonctionner, c'est comme ça que nos comportements peuvent changer à l'échelle d'une petite communauté, mais également à l'échelle de tout un pays. Alors, professeur Jafar Haikal, selon vous, quels sont, on va dire, les comportements les plus à risque, les comportements les plus nuisibles? Bon, alors écoutez, d'abord, je rejoins parfaitement ce que dit mon ami Dr Thiel par rapport aux automatismes et aux difficultés, est-ce que les gens modifient leur comportement de base. On l'a vu dans beaucoup d'autres maladies, c'est pas uniquement dans le cadre donc, du Covid, mais il faut bien comprendre que les 3 éléments qui sont essentiels en matière de prévention primaire, parce que la prévention secondaire, c'est la prise en charge thérapeutique, et il n'y a pas de vaccin, et le protocole thérapeutique, on fait ce qu'on peut, mais dès lors que les personnes ont des symptômes, ont été diagnostiqués. Mais l'enjeu majeur, il est à 3 niveaux. C'est le port du masque, c'est le lavage donc des mains et l'hygiène,
et c'est la distanciation physique. Je ne veux pas parler, je crois mon ami Thiel pourra développer, je ne veux pas parler de distanciation sociale. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent un petit peu à tort ce mot. Il faut parler de distanciation physique. On peut continuer à se socialiser, mais avec une distanciation physique. Ben, figurez-vous, Yasmina, que sur le plan épidémiologique, les études démontrent que dans ces 3 éléments les plus importants, et par ordre d'importance, et ça peut étonner, le premier élément le plus crucial, c'est la distanciation physique. Le deuxième élément le plus important, c'est le lavage des mains. Et le troisième élément qui est tout aussi important, mais en troisième position, c'est le port du masque. Évidemment, quand on utilise les 3 en même temps, eh bien, on réduit de façon extrêmement importante, et maintenant les études le démontrent, on réduit au moins de 98% le risque. C'est quand même important. Mais jouons, j'allais dire, le rôle, chacun d'entre nous, la distanciation sociale, entre guillemets, physique, et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, il faut la respecter. C'est crucial. Le port du masque et le lavage des mains. Et quand on dit le lavage des mains, l'eau et le savon, c'est largement suffisant, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, il faut, et comme l'a dit Thiel tout à l'heure à plusieurs reprises dans son unité, il faut que partout, quand on rentre dans un café, quand on rentre dans un libre-service, soit on a une solution hydroalcoolique, soit on a un endroit, un point d'eau pour se laver les mains. C'est important. Les mains sont réellement l'enjeu majeur pour nous, pour beaucoup de maladies manuportées, mais également pour la Covid-19. Et c'est ça où est tout l'enjeu. Alors justement, professeur Heikel, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et on a tout entendu autour de la transmission au début de la pandémie. Vous avez dit justement que la distanciation physique était importante, le lavage des mains et le masque. On développera le point du masque dans quelques instants, mais si vous le permettez, revenons à la transmission au niveau des mains. On a entendu que le virus pouvait justement rester au niveau des surfaces pendant très longtemps. Il y a eu la psychose aussi autour des courses. Quand on fait nos courses à la maison, eh bien, tout passe à la javel avant de retrouver sa place organisée à la maison. Enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité ou on devrait baisser un petit peu la pression à ce niveau-là? Écoutez, je pense que l'hygiène doit rester fondamentalisé. Quand vous faites vos courses, quand vous allez prendre votre panier de légumes ou de fruits, c'est important de bien se laver les mains, c'est important de bien laver les fruits et légumes. Il ne faut pas non plus en faire une psychose, mais il faut adopter des règles de base. Et aujourd'hui, elles sont encore plus importantes qu'avant. Je vais vous donner un exemple. Clairement, à chaque fois, quand on montait dans un ascenseur, quand on prenait l'ascenseur et qu'on appuie sur l'ascenseur, aujourd'hui, on sait que c'est plus recommandé d'appuyer sur l'ascenseur en ayant avec vous un papier Kleenex ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Les poignées de vos portes quand vous rentrez donc chez vous, il faut que nous ayons dorénavant des réflexes en matière donc d'hygiène, mais sans pour autant que ça devienne, et je m'excuse, je parle sous le contrôle d'un psychiatre, sans que ça en devienne une phobie. Il ne faut pas non plus que notre vie soit totalement transférée. Excusez-moi, mais dans plusieurs pays à travers le monde, et on peut aller en France, on peut aller en Espagne, etc., ils ont de gros problèmes de gestion de cette crise sanitaire, mais entre guillemets, lorsqu'il y a une discipline, lorsqu'on se respecte les uns et les autres, la vie continue. Il faudra que nous apprenions à vivre encore, probablement, et j'espère me tromper, j'espère de tout cœur me tromper, encore des mois. On en a au minimum pour plusieurs mois pour vivre avec donc ce virus. Apprenons à vivre avec en adoptant les mesures barrières de base sans en faire donc une psychose. Par exemple, quand on va dans un café prendre un café avec un ami, on ne va pas stériliser le verre de café, on ne va pas stériliser la table dans un café, bien évidemment que non. Mais on peut par contre avoir avec nous une petite solution hydroalcoolique, ou alors, si vous ne l'avez pas dans votre poche, vous rentrez dans les toilettes donc, du café et vous lavez les mains avec du savon. Et il faudrait que également les cafetiers, parce qu'il y a des gens qui vont me dire dans certains cafés il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, eh bien c'est le rôle des autorités d'aider d'un point de vue éducatif à ce que les cafetiers également jouent leur rôle. Parce que peut-être que vous avez bien fait les choses chez vous à la maison ou chez vous à Midi 1 TV, mais quand vous allez peut-être faire vos courses ou dans un café et que les choses n'ont pas été respectées en matière de règles d'hygiène et vous revenez malheureusement porteur donc du virus. Il faut une juste mesure des choses et il faut qu'ensemble,
nous apprenions à vivre avec ce virus, mais en adoptant de plus en plus, un peu plus qu'avant, clairement, les règles basiques d'hygiène et de sécurité sanitaire, entre autres la distanciation physique. Mais en écoutant le docteur Hachem Tziel, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, alors que nous avons besoin de réactions rapides du comportement. Oui, c'est à moi. Oui. Je pense que c'est à moi que vous vous adressez. Je pense que, vous savez, je le laissais entendre tout à l'heure, Yasmina, il s'agit ici de reconfiguration de nos schémas mentaux et comportementaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Hein. C'est quelque chose qui prend souvent un temps énorme. Hein. Il faut certainement des générations pour changer un certain nombre de comportements. Certains, bien évidemment, beaucoup plus facilement que d'autres. Hein. C'est un petit peu comme si nos schémas de fonctionnement de base c'est un petit peu comme si c'est comme ça que ça marche. Hein. Il y a des strates au niveau de notre fonctionnement inconscient. Il y a des strates en ce sens qu'il y a des choses qui peuvent être, des schémas qui peuvent être revus et corrigés de manière relativement simple, parce que c'est comme s'ils sont situés en superficie, et il y en a d'autres qui sont plus en profondeur, qui vont être de plus en plus compliqués et difficiles à changer. Donc il faut l'entendre en ces termes-là. Alors pour cela, il est essentiel, et je rejoins, et je vais encore plus loin que le disait mon ami professeur Heikel, il faut, je pense, envisager, il faut voir en ce qui se passe maintenant quelque chose qui va durer toujours. Hein. Je pense qu'il faut partir de ce principe-là. Je pense qu'on ne va pas éradiquer de sitôt le mal. En tout cas, même si ça devait arriver, je pense qu'il faut le voir en termes de quelque chose qui va faire partie de notre vie toujours. Pourquoi ? Parce que si nous commençons à voir les choses autrement, si on attend à la fin de l'année pour que tout se règle, d'abord, ça me semble utopique, et ensuite, on ne donne pas la possibilité à ce que nos comportements changent. Et là, à ce moment, on va pouvoir être dans cette fameuse défiance dont je parlais tout à l'heure, beaucoup plus facilement. Et à partir de là, si on le fait, bon, on va pas pouvoir changer, on va rien changer dans l'urgence. Alors, bon, je vous apporte quand même une réponse par rapport au changement urgent. On l'a fait ailleurs, on le fait ici. Il y a, je pense, nécessité, c'est là où l'autorité est importante, la manière la plus rapide de changer un comportement, c'est la pénalisation des actes. Hein. C'est une des manières de gérer cela, et c'est pour ça qu'on l'a vu, hein, on l'a vu avec la ceinture de sécurité dans la voiture et d'autres comportements. On a même été surpris que les Marocains aient adopté ou puissent adopter un certain nombre de nouveaux comportements en situation. Et là, quand on a décidé de pénaliser ou de sanctionner le fait de ne pas porter de masque, ça peut changer des choses. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Si la France a fait ce qu'elle a fait et d'autres pays aussi, je pense que c'est pour justement apporter une réponse rapide à un comportement, parce que c'est que comme ça, quand les gens vont avoir peur, c'est comme le casque. Quand ils ont peur du policier ou du gendarme, la peur du gendarme fait que les gens vont mettre le casque, même s'ils le mettent souvent que quand ils voient l'autorité devant eux. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui apprennent à le mettre automatiquement en place. Et c'est je crois, en fait, on oscille entre ces deux choses. Faut-il forcer, sanctionner, ou faut-il responsabiliser? On n'a pas le temps de responsabiliser, visiblement. Oui, alors il faut d'abord expliquer, hein, et je pense qu'il faut expliquer beaucoup. Expliquer, ça veut dire des émissions comme la vôtre, ça veut dire une permanence des flashs au niveau de nos télévisions pour inscrire un certain nombre d'attitudes, de comportements, les inscrire comme devenant habituels. C'est comme ça que les choses doivent être, c'est comme ça qu'il faut qu'elles soient dorénavant. Et donc c'est ce matraquage médiatique que j'appellerais, matraquage médiatique qui va permettre de changer les trois éléments dont a parlé Ja'far tout à l'heure. Et donc à partir de là, je pense qu'il faut faire des choses. Donc faire comprendre aux gens, insister certainement sur la volonté, sur la responsabilité, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant compte tenu des mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette histoire de défiance et cette histoire de déni, de ne pas voir les choses qui font mal. C'est comme ça qu'on est fait, on est structurellement constitué de cette manière. Donc il faut en tenir compte, donc faire comprendre le maximum, informer, matraquage médiatique,
et pénaliser. Je pense qu'avec ça, je pense qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. On ne pénalise pas suffisamment chez nous. Je ne sais pas si vous le savez. Les Marocains, les représentants des forces de l'ordre, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont compréhensifs. Et ils ne vont pas souvent, parce que pour un certain nombre de raisons, parce que le Marocain est ainsi fait, je crois, ils ne vont pas jusqu'au bout de la sanction. On ne prend pas quelqu'un, un piéton qui est comme ça, on n'en voit pas beaucoup, hein, c'est rare. Ça peut arriver. Mais par contre, là, il faut, je pense, à mon sens, dans l'urgence, il faut pouvoir aller plus loin par rapport à cela, parce que c'est, je crois, une manière de faire, de réagir urgemment. Il y a urgence à réagir. Il y a des réponses urgentes à apporter aux situations dans lesquelles nous sommes. Sinon, nous risquons d'aller vers un désastre innommable. Nous n'avons pas le droit. C'est tout un chacun qui doit se rendre compte de la réalité de la situation. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Les médecins sont confrontés en permanence à cela. Nos collègues sont confrontés à des désastres quand ils en parlent. C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Donc il faut arrêter d'avoir recours à ce déni. En tout cas, il faut se rendre compte que nous avons ce fameux déni dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui fait partie de nous et auquel il faut aussi faire face. Il faut que nous soyons suffisamment responsables pour ne pas justement faire ce vers quoi nous force à aller ce déni et aussi cette défiance. Sinon c'est pas bon du tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Dr Hachem Tiel, psychiatre, psychanalyste, professeur Jafar Haikal, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. On vous retrouve dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite pour la deuxième partie de notre discussion. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous pour cette deuxième partie de débat consacrée à la situation du coronavirus au Maroc. Une journée spéciale sur les ondes de Médien et sur l'antenne de Médien TV, sur les antennes de Médien TV. Justement, une journée de mobilisation et comme le disait il y a quelques instants le docteur Hachem Tiel, de matraquage médiatique. Nous en avons besoin, la situation l'impose. Et justement, la seule manière de faire bouger les choses, de faire changer ces comportements à risque, eh bien, c'est de passer l'information au maximum. Je suis en compagnie du docteur Hachem Tiel, qui est psychiatre et psychanalyste, et du professeur Jafar Haikal, qui est épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Vous le disiez il y a quelques instants, docteur Hachem Tiel, donc l'importance du matraquage, de l'information. Mais je vous pose la question tout de suite, professeur Haikal. Les gestes barrières, vous l'avez dit, ont prouvé leur efficacité. Okay. Cela dit, le masque pose encore problème. On voit pas mal de personnes le mettre lorsqu'elles sentent qu'elles sont surveillées et l'enlever lorsqu'elles savent qu'il n'y a personne à côté. Mais en même temps, la question que l'on se pose, c'est comment bien porter ce masque? À quelle fréquence le changer? Est-ce que tous les matériaux, tous les tissus protègent? Quel est l'intérêt de ce masque? Alors, encore une fois, s'il y a eu des polémiques, c'est que probablement, et je crois que mon ami Hachem le dira encore très très bien, c'est qu'il faut être le plus pédagogue possible et le plus expliqué. Le masque a des intérêts à plus d'un titre, mais encore une fois, intégré dans une approche globale donc de prévention, c'est-à-dire en même temps que la distanciation physique et le lavage des mains. Ça ne sert à rien tout seul dans sa voiture d'avoir les vitres fermées et de porter son masque tout seul, sauf si réellement vous pensez que votre voiture elle est infectée ou vous risquez d'infecter votre voiture ou votre volant et que quelqu'un d'autre va l'utiliser. Le masque a un intérêt lorsque vous allez sortir et rencontrer du monde et que vous risquez, soit parce que vous seriez porteur du virus et donc le transmettre sous forme d'aérosol, et là on a des preuves que ce n'est pas uniquement les micro-gouttelettes en suspension dans l'air qui sont importantes à plus de 6 microns qui transmettent le virus, mais également on sait que les aérosols à moins même de 5 microns peuvent également donc porter le virus et on peut inhaler ces aérosols qui sont en suspension. Donc c'est pour protéger donc les autres et également éventuellement se protéger lorsque quelqu'un n'a pas respecté donc la distanciation physique et risquerait d'éternuer ou de tousser et de nous transmettre. Mais okay, le mais si vous permettez, professeur Jafar Haikal, ce virus, il reste combien de temps dans l'air? Alors, encore une fois, c'est très important cette question. Il faut faire la différence entre les aérosols et les micro-gouttelettes. Les micro-gouttelettes sont plus lourdes et par effet de gravité, elles vont se déposer relativement rapidement. Mais dans les aérosols, on sait que des fois, ça peut rester 2 à 3 heures
en suspension dans les aérosols, dans les endroits, attention, qui sont confinés, qui ne sont pas aérés. C'est pour ça qu'on recommande toujours d'aérer vos endroits, d'aérer donc les chambres, d'aérer les domiciles, parce que ça diminue donc les risques. Donc, il ne faut pas penser non plus que dans tous les endroits, vous allez trouver plein de virus en suspension dans l'air, et si vous rentrez dans un endroit, vous allez respirer, vous allez inhaler le virus. C'est absolument pas le cas. Il y a des risques de transmission lorsque effectivement quelqu'un qui est infecté a éternué ou a toussé, il venait de quitter donc cet endroit il est clos, et vous arrivez et vous vous exposez de façon importante et vous inhalez donc les aérosols. Donc il faut bien comprendre. Même une personne asymptomatique, professeur, même une personne asymptomatique? Oui, tout à fait. Nous avons aujourd'hui les preuves scientifiques qu'une personne asymptomatique est capable de transmettre le virus. Par contre, il faut bien l'expliquer, elle va transmettre de façon moins importante. Tout simplement parce qu'au début de la maladie, une personne qui est asymptomatique, vraiment le tout début, sa charge virale donc, serait moins élevée et donc elle serait moins transmettrice donc, de ce virus, alors qu'une personne qui est symptomatique va la transmettre. Et également, et ce qui est intéressant dans l'histoire naturelle de cette maladie, c'est qu'à la fin de la maladie, entre guillemets, les gens qui sont gravement malades ont moins de virus. Ils sont gravement malades, c'est d'autres phénomènes qui se produisent et ils ont moins donc, de virus. Donc c'est la période cruciale, c'est la période symptomatique au début, les 7 premiers jours, qui sont avec symptômes, qui sont les moments les plus à risque pour qu'une personne puisse transmettre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de polémique à propos du masque, il faut savoir le porter, comment le porter et pendant combien de temps le porter et faire la différence entre ce que doivent porter les professionnels de santé que nous sommes, comme Hachem Thiel, moi ou d'autres professionnels de santé, médecins et infirmiers. Ce sont des masques FFP2 qui sont importants parce qu'ils protègent beaucoup plus, parce qu'on est des soignants, parce qu'on est en contact du virus et des patients. Et ce qu'on appelle les masques classiques de protection que devrait porter donc la population lorsqu'elle sort ou est-ce qu'elle est en brassage humain, c'est-à-dire des contacts humains donc fréquents, qui sont des masques qui sont à utilisation unique, c'est-à-dire pendant 4 heures, pas plus, ou ceux qui sont en tissu et qui respectent donc les normes, qui peuvent être lavés et réutilisés. Et évidemment, on a encore une fois recommandé que les masques doivent être utilisés avec leur élastique et être enlevés à partir de leur élastique et non pas par devant. Pourquoi? Parce qu'on risque de se faire infecter soi-même. Eh bien, ce sont des gestes que nous devrions apprendre aux citoyens et ce sont des gestes qui sont assez simples à faire, mais comme le dit Hachem, c'est très difficile de changer les comportements donc des gens. Vous les voyez, ils descendent les masques, ils les mettent au niveau de leur menton, on a des difficultés à respirer, il fait chaud, on transpire, on est etc. C'est pas évident. Donc il faut intégrer le masque dans une approche globale de prévention donc sanitaire et en particulier, c'est pour ça que j'insiste énormément encore une fois sur la distanciation physique et le lavage des mains. L'enjeu, et il faut bien le comprendre, il y a 3 portes d'entrée donc du virus, encore une fois, ce sont les yeux, ce sont les narines et c'est la bouche. Et sachez qu'en moyenne, on se touche le visage 1000 fois par jour, en moyenne. Et ce que si nos mains sont lavées, si nous utilisons de l'eau, du savon, des solutions hydroalcooliques, et que si on ne se touche pas le visage, eh bien on a vu, les études démontrent qu'on réduit de 95% le risque de se faire infecter, même si nous sommes à côté d'une personne qui serait porteuse du virus. Et c'est ça, à mon sens, dans des pays comme le Maroc, où l'enjeu est majeur, prévention, prévention et prévention. Alors justement, professeur Jaafar Haïkel, on reste toujours sur les masques, si vous le permettez. Il y a des masques qui sont, on va dire, des masques médicaux, mais il y a aussi, on voit une nouvelle tendance qui est née avec cette pandémie de la Covid. C'est des masques en tissu, plus agréables à porter, peut-être plus esthétiques aussi. Vous en pensez quoi en tant que spécialiste ? Écoutez, sur le plan, je ne veux pas discuter le côté esthétique ni de couleur. Sûr, mais le côté médical et de protection. Mais je ne sais pas si vous avez des masques, vous, en rouge et en blanc et noir de Média TV, ce qui serait aussi agréable. Ce qui est important, c'est beaucoup plus la capacité de ce masque à ne pas laisser des virus passer ou en recevoir, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, il faut que ce soit des masques qui sont capables de bloquer donc, des particules aux alentours entre 6 et 10 microns.
Justement, on continue avec vous, Dr Hachem Thiel. Cette fois-ci, si vous le permettez, on revient sur le matraquage. Vous avez dit que c'était très, très important de faire un maximum de matraquage médiatique, de sensibiliser au maximum, d'informer. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que ça ne devient pas une musique de fond, finalement, qui n'atteint plus, qui ne remplit plus son rôle? Parce qu'on les voit, ces images qui font peur, ces images des professionnels de la santé, leurs appels à la mobilisation, leurs appels au respect des gestes barrières, mais ça ne passe pas. Oui, mais c'est pas de cela dont je parle. Hein. C'est comme ce que font les publicitaires. Hein. Les publicitaires savent sur quel point il faut appuyer. C'est-à-dire c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait, c'est pas parce que vous allez mettre une affiche avec un accident de la voie publique dramatique, avec des drames sans nom et que ça évoque quelque chose de désastreux et d'insupportable que pour autant les gens vont ralentir sur l'autoroute. Pas du tout. Ces images, il a été démontré que ces images ne portaient pas grand-chose au niveau prévention. Et les choses qui peuvent apporter, les éléments qui peuvent apporter quelque chose, c'est vraiment une affaire je vous dis encore une fois, de publicitaire. Quelle information doit être passée pour impacter durablement l'individu et pendant combien de temps? Ça aussi, c'est intéressant. Vous l'avez souligné et je le reprends, c'est important. Il est essentiel de faire passer un certain nombre de messages. Il est évident que si on met comme quoi la cigarette tue sur un paquet de cigarettes, encore une fois, n'a jamais changé les habitudes des fumeurs. Hein. Donc, par contre, quand vous touchez à des choses auquel l'individu est sensible, il peut au niveau de l'information, ça peut impacter, et ça, encore une fois, les publicitaires connaissent très bien ça. Pourquoi ne pas associer justement les personnes spécialisées dans la communication à cette communication, justement, pour un large public? Je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses, énormément de choses. Matraquage médiatique, c'est aussi ça, c'est le faire intelligemment, avec les professionnels de la chose, je pense. Donc il est important de le faire, et ça, c'est quelque chose qui marche. Hein, on le voit avec les boissons, on voit que certaines boissons, à chaque fois, on amène une information différente, une manière de donner l'information différente, et la pression est maintenue et les habitudes sont maintenues de cette manière. C'est de ça dont il s'agit. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, les meilleurs spécialistes de la chose. Pardon ? Pour le masque, vous avez une piste pour nous ? Une proposition, justement? Pour le masque, je pense qu'il y a des manières de le présenter, hein, et des manières. Parce que ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est quelle association fait notre psyché par rapport à une information donnée. Sur quoi est-ce qu'elle rebondit, notre psyché, pour mettre en place de nouvelles habitudes, ou entretenir en tout cas une habitude. Parce que c'est ainsi, c'est comme ça qu'il faut le penser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message aux citoyens pour que ça le titille à quoi quelque chose il est sensible, dans ce à quoi il est sensible? Ça, c'est à réfléchir. Hein. Comment est-ce que je peux faire en sorte à ce que ce masque, on puisse le mettre, et comment est-ce qu'on peut le mettre? Je pense qu'il y a des moyens de montrer avec des images ce qui doit être montré. Mais bon, l'histoire de... Mais c'est quoi ça, justement? Qu'est-ce qui doit être montré? J'ai envie de vous pousser un peu plus dans les détails. Ja'far Haïkel l'a dit, hein, quand vous voyez le nombre de personnes qui mettent le masque et qui le descendent sur leur menton et sur leur cou, c'est juste inadmissible. Ils se mettent en situation de danger accru et c'est grave. Ça, c'est des messages. On peut montrer des messages. Comment est-ce qu'on doit mettre le masque, et comment est-ce qu'il doit être mis, et comment est-ce qu'on peut aussi porter un masque? Vous l'avez dit, au niveau esthétique, moi je pense que c'est important de le souligner. On peut aussi porter un masque et que ça peut faire disons, penser à des choses agréables. C'est pas parce qu'on porte un masque que ça doit être corrélé à quelque chose de désagréable. D'autant que, et ça c'est important que je le souligne, d'autant que le masque remet en question beaucoup de choses. Hein. Le masque est quelque chose qui est inhumain pour l'humain. Hein. Il est inhumain pour l'humain. Nous ne pouvons pas vivre dans nos représentations fondamentales. Nous ne savons pas vivre avec des masques. Dans un monde masqué est quelque chose qui est inintégrable par les humains que nous sommes. Il faut l'entendre, cela. Nous ne savons fonctionner qu'à travers ce que nous voyons
la manière avec laquelle l'autre montre un certain nombre de choses de lui-même. La mimique est essentielle, la manière de parler est essentielle. Qui est l'individu? On est devant un monde d'étrangers, c'est juste inimaginable. Qui l'eût cru, qui l'aurait cru un jour? C'est quelque chose qui est, encore une fois, inhumain. Et donc c'est quelque chose que notre inconscient va tout faire pour ne pas l'accepter. Vous voyez, c'est une des choses qui est importante, et c'est aussi pour ça que je le souligne, c'est important de l'entendre pour que justement, sachant que notre inconscient refuse cette représentation inhumaine parce qu'on a besoin de ce contact, on a besoin de la fameuse altérité. Si elle n'existe pas, si l'autre n'existe pas à nos yeux parce qu'il est caché derrière un masque, ça nous pose un réel problème pour nous, les humains. Il faut en tenir compte au niveau justement de ces messages pour que ça puisse devenir acceptable petit à petit, parce que, encore une fois, moi je pars du principe que cette pandémie ne sera pas partie de sitôt et qu'on devra apprendre à vivre avec, quelle que soit la véritable issue, tout le temps. Je le dis à qui veut bien l'entendre, je le dis à tout le monde, et je demande aux gens de l'entendre comme tel. La pandémie va faire partie de notre vie, de notre quotidien, quelle que soit la réelle issue de cela. Ce n'est que comme ça, à mon sens en tout cas, que l'on pourra changer nos comportements et nos attitudes durablement. Alors, j'ai avec moi un psychiatre et un infectiologue, un épidémiologiste et spécialiste des infections, des maladies infectieuses. Et en fait, j'en profite également, messieurs, pour vous poser cette question par rapport à la rentrée scolaire qui est prévue pour le 7 septembre prochain. Et alors, beaucoup de parents ne savent pas quoi faire, ne savent pas si les enfants sont sensibles à ce virus, s'ils sont des transporteurs de ce virus, si on risque d'avoir une augmentation des cas avec la rentrée scolaire. Vous en pensez quoi? Je vous pose la question, professeur Heikel, et ensuite à vous, docteur Hachem Thiel, pour connaître aussi l'impact de cette pandémie sur les enfants. Écoutez, moi je crois que les psychiatres, je pense, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Je me rappelle, moi, une réunion à la Wilaya où Dr Hachem était parmi les premiers à dire que c'est important d'évaluer l'impact psychologique aussi bien sur les personnes, mais surtout sur les personnes adultes, mais particulièrement chez les enfants et les adolescents qui ont dû passer une année 2020 extrêmement pénible et difficile. La rentrée scolaire imposera, et d'ailleurs on l'a vu, même les autorités de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale étaient un peu gênées, puisque vous avez bien vu, ils ont essayé de faire tous les efforts donc nécessaires et ils ont laissé un petit peu le choix. Le choix, étant donné, parce qu'il y a le secteur public et le secteur privé, du modèle d'enseignement. Et peut-être que nous allons devoir repenser la façon dont nous allons enseigner. Hachem vient de dire plus rien ne sera pareil comme avant, et c'est vrai que beaucoup de choses devront changer. Notre manière d'enseigner et notre manière de recevoir des connaissances. Et que, pourquoi? Parce que simplement, notre système éducatif, il faudra qu'il se prépare lui-même, soit en présentiel, à revoir le modèle organisationnel et logistique, et ce n'est pas évident, en milieu rural, dans les zones défavorisées, dans les zones enclavées, où les écoles, où les enfants, vous le voyez Yasmina, il y a des enfants qui font des kilomètres à pied pour accéder à une école primaire ou une école secondaire, c'est extrêmement compliqué pour ces enfants. Donc le présentiel, est-ce que nous aurons suffisamment de place pour avoir respecté la distanciation physique? Est-ce qu'il y a des points d'eau? Et ça c'est important en matière d'hygiène et on le sait, c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il y a des points d'eau? Est-ce que tous les éléments de sécurité sanitaire seront présents dans nos écoles et dans nos collèges et dans nos lycées ou même dans nos universités? Comment est-ce que nos adolescents, nos enfants vont percevoir l'enseignement à distance? Mais vous en tant que spécialiste, vous en pensez quoi? On en voit, écoutez, on n'en voit pas? Question directe. Franchement, question directe. Honnêtement, je crois qu'il faut qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour que les personnes reprennent leur vie normale et aillent en milieu scolaire et universitaire. Faisons ce qu'il faut pour protéger leur santé. Mais la rentrée est dans une semaine. En leur permettant, je sais Yasmina, mais il fallait qu'on y pense depuis des mois. Il fallait qu'on y pense, pas aujourd'hui. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse revivre normalement. Encore une fois, je parle sous le contrôle d'un psychiatre. Il faut que la vie reprenne son cours normal.
bien sûr en protégeant la santé des citoyens, mais de toutes les façons, on va vivre avec ce virus comme on va vivre avec d'autres. On peut avoir également d'autres pandémies, on le sait parfaitement, mais préparons notre système éducatif à recevoir en présentiel nos enfants, nos adolescents et les adultes dans les universités pour qu'ils reprennent l'enseignement. Si une partie, et ça je ne suis pas contre, c'est même peut-être une bonne idée, si c'est 20, 25 jusqu'à 30% qui n'est pas en présentiel mais en ligne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont à mon sens deux choses complémentaires. Mais je ne crois pas et j'espère me tromper, et peut-être que je me trompe, je ne crois pas à un enseignement total, sur le plan, j'allais dire, à distance, en ligne, dans le contexte. Dans notre contexte. J'espère me tromper. Je crois qu'il faut réserver la majorité de notre enseignement en présentiel parce que le contact humain, le contact avec l'enseignant, le contact avec les autres camarades et collègues du collège, du lycée, de l'école primaire, de l'université, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, c'est aussi se socialiser, ce n'est pas que l'acquisition de connaissances. Mais est-ce qu'ils ne risquent rien, nos enfants? Est-ce qu'ils ne risquent rien? Est-ce qu'ils ne transportent pas facilement? Est-ce qu'ils ne deviennent pas des transporteurs rapides du virus? Non, honnêtement, il ne faut pas non plus, encore une fois, créer la psychose et de dire que tout le monde va être infecté, etc. Mettons en place les mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire autant que possible en fonction donc de nos moyens. Le risque zéro partout dans le monde n'existe pas et n'existera pas de toutes les maladies. Dites-moi, quand vous allez aujourd'hui à l'université ou à l'école, combien vous pensez qu'il y a des personnes qui sont porteuses d'une maladie infectieuse, la tuberculose ou d'autres maladies infectieuses? On ne le sait jamais, ou l'hépatite, tout ce que vous voulez. Ouais. Donc, réduisons les risques. Soyons dans une démarche de réduction des risques, n'allons pas dans le jusqu'au boutisme, c'est-à-dire je veux le risque zéro, non. Préparons le contexte organisationnel et logistique pour que nos enfants, nos adolescents et les universitaires puissent reprendre leur vie normale, comme je souhaite à ce que nous reprenions dès que possible, notre vie sociale et notre vie économique en préservant notre santé et en intégrant, comme dit Hachem, que nous allons vivre cette nouvelle situation virale pendant des mois, voire des années, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Et on va sur la dernière partie de notre rendez-vous avec vous cette fois-ci, Dr Hachem Tchiel. Vous êtes psychiatre et psychanalyste et on a besoin de votre expertise justement pour pouvoir mobiliser nos concitoyens et répondre au message du roi Mohammed VI qui, lors de son dernier discours du 20 août, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, appelé à la mobilisation de tous. Nous sommes là aujourd'hui en tant que médias TV, médias radio, mais nous souhaitons justement que tous nos concitoyens puissent faire de même. Alors justement, comment y arriver? Dites-nous. Vous savez, comment y arriver, c'est d'abord, je le laissais entendre tout à l'heure, je l'ai dit suffisamment de fois, en sachant que naturellement l'être humain a tendance à ne pas voir ce qui le met en danger, il a tendance à ne pas le voir. Premièrement. Deuxièmement, en sachant que les modifications sont difficiles à mettre en place au niveau de nos comportements quand ils sont là quand ils ont toujours été là, quand ils sont là depuis toujours, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, en tenant compte de cela, comment est-ce que tout un chacun, parce que c'est cela dont il s'agit, comment tout un chacun peut faire en sorte à ce qu'on arrive tous ensemble à modifier ses comportements. Et c'est l'effort de tous, et je pense que le souverain l'a parfaitement laissé entendre, c'est un effort de tout le monde, et si tout le monde ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. Et c'est une responsabilité collective, et il faut que tout un chacun mette sa main à la pâte et que tout un chacun participe donc à cet effort. Cet effort, c'est de ne pas hésiter à souligner d'abord sur soi, de faire ce qui est des mesures barrières, de les mettre en pratique tout le temps, et de ne pas hésiter à sentir cette responsabilité d'amener l'autre à exiger de lui-même aussi à ce que ces mesures barrières soient respectées. C'est que comme ça qu'on y arrivera. Je pense que c'est la responsabilité de tous et il ne faut pas
chercher les problèmes. Et si on arrive à fonctionner avec cette idée-là, avec cette responsabilité collective, si les médias aussi s'impliquent massivement là-dedans en donnant les bons messages, si les publicitaires aussi s'y mettent, je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Mais ça, pour y arriver, il faut sentir, et c'était toute la force du discours royal, sentir à quel point c'est important et à quel point nous avons naturellement tendance à ne pas voir cette importance. Je pense que si on arrive à entendre les choses de cette manière, la main dans la main, les comportements pourront changer et il faut considérer que c'est parti pour durer. Encore une fois, je ne dirai jamais suffisamment. Et en ayant en tête cela, la durabilité des nouveaux comportements, des comportements de substitution que l'on met en place, leur durabilité va faire qu'ils vont être inscrits pour toujours à l'intérieur de nous. Et je vais vous dire, même si le problème du Covid est réglé, je pense que nous aurons des comportements qui vont changer. Ils avaient à changer, ils sont en train de changer, ils doivent changer. Les comportements d'hygiène pour la sécurité de tous sont indispensables, avec ou sans Covid. Maintenant, avec Covid, et il faut espérer dans un autre temps sans Covid, mais il faut qu'on ait ces comportements qui fassent partie de nous, de notre quotidien, de notre vie de tous les jours. Je pense que c'est salutaire pour tout le monde et tout le monde y trouvera son compte. Votre réaction à vous, professeur Heikel, par rapport au discours du roi Mohamed VI ? Écoutez, moi, le discours a été très fort et très intense et il y a tous ces moments, mais il y a deux moments qui m'ont particulièrement marqué et qui est celui où il s'est adressé donc au peuple marocain en disant « j'ai peur pour vous parce que, attention, il faut que vous soyez conscients que la maladie est là, elle est présente, j'ai peur pour vous, attention, les risques sont majeurs, soyez-en conscients, nous sommes tous responsables, vous êtes aussi responsables donc de votre santé ». Et le deuxième moment qui est extrêmement important, c'est de dire « attention ». Si la commission scientifique donne une recommandation, nous pourrions revenir au reconfinement donc, de la population avec les conséquences douloureuses et difficiles d'un point de vue sanitaire, social et économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore une fois, et je rejoins les propos donc, de mon ami Hachem Thiel, la responsabilité collective. Ce n'est pas la responsabilité individuelle, ce n'est pas penser individuellement. Pensons collectivement, et le discours de Sa Majesté est très fort à ce sujet, puisqu'il a réservé tout son discours quand même de la révolution donc, du roi et du peuple, qui est un discours qui est fort, entièrement consacré à la Covid-19, c'est dire toute l'importance qu'il accorde donc, à la santé donc, de l'ensemble de la population marocaine, avec des enjeux et des défis majeurs. Nous ne pouvons pas nous permettre un reconfinement, mais ce sera peut-être une solution choisie par la commission scientifique dès lors que la situation épidémiologique se maintient dans la tendance actuelle. Et je crois que c'est un message qui doit attirer nous tous, nous les professionnels de santé, nous populations, vous médias, attirer notre attention pour qu'on se mobilise encore plus parce qu'il faut impérativement inverser en tout cas ralentir de façon importante la tendance épidémiologique actuelle. Merci beaucoup, professeur Jafar Heikel, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, docteur Hachem Thiel, psychiatre et psychanalyste. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Média TV et de Média pour vous mobiliser en cette journée justement de mobilisation médiatique que nos antennes réalisent pour lutter contre cette tendance à la hausse de la Covid-19 au Maroc. Merci beaucoup justement. C'est une discussion que vous pouvez retrouver sur mediantv.com, sur mediaradio.com et la suite des programmes continue toujours avec nos sujets autour de la Covid. À très vite, au revoir.